Bien, donc bonjour tout le monde. Donc on est le vendredi 15 mars 2024. Donc la séance porte le titre de structure de financement. Donc toujours dans le cadre de la préparation à l'UE6 de DCG, Finance d'entreprise. Alors donc dans votre livre, dans votre manuel, c'est un chapitre qui se trouve à la page 357. D'accord? Alors, il y a des petites corrections à apporter. Donc, on va d'abord commencer par une notion très importante. Alors, on va prendre ça au début. Très bien. Alors, dans cette séance aujourd'hui, on va apprendre, donc ça sera on aura l'occasion bien sûr de compléter cette notion la semaine prochaine. Donc là, on va aborder d'abord une première chose, expliquer ce que représente le coût moyen pondéré du capital. Donc là, je vous préviens tout de suite, il y a quand même pas mal d'aspects mathématiques. Donc les résultats en soi ne sont pas très compliqués à comprendre, mais je prendrai quand même le temps du développement et de l'explication. Alors ici, d'abord, il faut savoir distinguer deux choses. Lorsque vous avez une entreprise, on parle de valeur globale d'une entreprise. Vous avez donc à l'actif l'actif économique et au passif, vous avez capitaux propres plus dettes. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par structure de financement? C'est effectivement lorsque vous avez une entreprise qui est non endettée, on dit qu'elle se finance à 100% par capitaux propres. Vous avez une entreprise qui, bien sûr, peut avoir un financement mixte, autrement dit, partie capitaux propres et partie dette. Il y a une première chose à distinguer lorsque on parle de capitaux propres. En fait, dans le cas d'une entreprise, vous avez ce qu'on appelle la valeur globale de l'entreprise, c'est les flux de trésorerie dégagés et qui se répartissent en deux parties, donc les capitaux propres et les dettes. La différence entre capitaux propres et dettes, en termes de coût, la dette, nous avons ce qu'on appelle une charge d'intérêt. Donc, il y a ce qu'on appelle une déductibilité de cette charge d'intérêt. Pour ce qui est des capitaux propres, les actionnaires reçoivent des dividendes qui, eux, ne sont pas imposés. Autrement dit, il n'y a pas de déductibilité comme les charges d'intérêt. Ce qui veut dire que de façon générale, le coût des capitaux propres est en général supérieur au coût de la dette.
Et on verra tout à l'heure que forcément, ceci, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, lorsque vous avez, rappelez-vous, la rentabilité économique et vous avez ce qu'on appelle la rentabilité financière, tant que le coût de la dette est inférieur à la rentabilité économique, vous avez ce qu'on appelle un effet de levier. En fait, dans la structure de financement, l'entreprise doit veiller à trouver la structure de financement optimale. Autrement dit, elle doit arbitrer entre capitaux propres et dettes. L'entreprise, l'effet de levier sera positif dès lors que le coût de la dette restera nettement inférieur au coût des capitaux propres. C'est-à-dire, autrement dit, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle veut faire? Le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne arithmétique de deux coûts, du coût des capitaux propres et du coût de la dette. Comme les capitaux propres, le coût des capitaux propres est plus élevé que le coût de la dette, l'entreprise a intérêt à s'endetter. En s'endettant, elle va diminuer le coût moyen pondéré du capital. Mais bien entendu, elle ne peut pas s'endetter indéfiniment. Il va exister ce qu'on appelle l'effet de massue. Donc, l'effet de levier, il sera positif jusqu'à un moment où les actionnaires vont exiger une rentabilité supérieure et les prêteurs pareil. Et donc là, on va tomber dans ce qu'on appelle, le risque de défaillance. Et donc c'est là qu'il va falloir effectivement être attentif. Donc dans un premier temps, je vais simplement aborder avec vous comment on évalue le coût des capitaux propres et comment on calcule le coût moyen pondéré du capital. Alors, je vous propose de procéder ainsi. On va définir ce qu'est le coût moyen pondéré du capital. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a au tableau? Oui. Très bien. Alors voilà comment ça se lit. Le coût du capital ou bien le coût moyen pondéré du capital est la moyenne arithmétique pondérée des coûts des différentes sources de fonds auxquelles l'entreprise fait appel. Donc, c'est tout simplement RC. Alors, je vais illustrer ça par un exemple. Admettons que j'ai une entreprise. Alors, on va dire ceci. Donc, ça, c'est la valeur globale de l'entreprise qui est composée qui est financée pour partie par capitaux propres. On va dire pour 600 et qui est financé par dette pour 15. Donc, capitaux propres et dette. Très bien. Admettons
que les actionnaires exigent une rentabilité, que j'appelle ici RC, une rentabilité, on va dire, une rentabilité RC de 8%. Admettons que la dette, le coût de la dette, RD, constitué d'emprunt, admettons que le coût de la dette soit de 3%. Alors, je vous dis tout de suite, dans le cadre de l'épreuve de DCG UE6, de façon générale, en fait, on ne fera pas, on calculera le coût de la dette hors impôt. Autrement dit, là, j'ai calculé le coût de la dette net d'IS. D'accord? Donc, c'est le 1 moins T. Le T, c'est le taux d'imposition. Donc, est-ce que vous aurez compris que les capitaux propres représentent 60% de la valeur globale de l'entreprise, 60%, puisque 600 sur 1000. Et les dettes représentent 40%. Est-ce que là, vous avez compris? Donc, si j'applique ici, je calcule le coût moyen pondéré du capital. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle opération je pose? Qu'est-ce que je mets au dénominateur? 1000. Alors, en détaillant, pourquoi 1000? Parce que 600 plus 400. C'est bien? OK. Exact. Qu'est-ce que je mets au numérateur? Là, je le fais hors IS. Qu'est-ce que je mets au numérateur? Je fais une moyenne arithmétique pondérée. Je fais donc, quelle est la part des capitaux propres? 60%. Alors, je vais l'écrire. Non, mais si je applique la formule bêtement, Oui. 8% fois 600. ça fait 600, n'est-ce pas? Ah oui. Je multiplie combien? 8%, 8%. plus 3%. 3%. J'aurais dû commencer par écrire le montant de la dette, plus 400, d'accord? Tu multiplies. Est-ce que ça va? Alors, bien sûr, vous avez compris que là, j'ai 1000. Tout le monde a compris que 600 divisé par 1000, j'aurais pu, comme vient de le dire votre camarade, je ne sais pas qui est intervenu, j'aurais pu écrire directement, puisque les capitaux propres représentent bien 60% du total. 60% de la source de financement. Et la dette représente 40%. Donc, j'aurais pu directement faire 0,6 fois 8%, plus 0,4 fois 3%. Est-ce que tout le monde a compris? Ce qui me donne ici 4,8% plus 1,2%, ce qui me fait un coût moyen pondéré du capital égal à 6%. Est-ce que ça va? Oui, non? Oui. Si on m'avait demandé de calculer
le coût moyen pondéré du capital avec un taux d'IS de 25%. J'aurais fait la même opération, mais simplement, qu'est-ce que j'aurais écrit? J'aurais fait la même opération, mais j'aurais écrit, donc le coût moyen pondéré du capital. Donc, si mon taux d'IS, ici, il est de 25%, je fais donc, puisque nous avons 60% de capitaux propres pour 40% de dettes, ça me fait donc 0,6 fois 8%. Donc, ça, c'est 60% de capitaux propres, plus 40% de dettes, donc 0,4, je multiplie, attention, 3%, mais j'ai un taux d'IS de 25%, donc je fais 1 moins 25%, donc ça fait 0,75. Voilà le coût moyen pondéré du capital, bien sûr, en intégrant l'économie d'impôt. Bien sûr qu'il sera inférieur à ce. Combien ça fait, si quelqu'un peut calculer, combien ça fait au total ici? Donc là, ça me fait du 4,8%. Et là, ça me ferait combien? Bien, on n'est pas sympa, hein? Je vous donne un pourcentage. Oui, s'il te plaît. 5,7. Combien? 5,7. Ah oui, au final, non, mais je veux le détail. Bon, ici, tu me dis 5,7%, ça. Et là, ce serait combien, celui-là? Attendez. 0,9. 0, OK. Merci. Alors, donc ici, pourquoi on va calculer le coût moyen pondéré du capital? Rappelez-vous, lorsqu'on a abordé les choix des investissements, on a souvent parlé du taux d'actualisation, n'est-ce pas? Et en général, lorsque vous avez un projet d'investissement et vous voulez calculer ce qu'on appelle la valeur actuelle nette, bien sûr en veillant à ce que celle-ci soit positive, puisque un projet est rentable si sa vanne est supérieure à 0. Le taux qui me permettra de calculer cette valeur actuelle nette, ça sera le coût moyen pondéré du capital. D'accord. Pour le coût de la dette, on n'a pas de problème puisque l'entreprise, lorsqu'elle emprunte, elle sait à quel taux elle a emprunté. Notre souci, c'est de dire comment je calcule RC, comment je calcule le coût des capitaux propres. Donc, je répète, lorsque une entreprise emprunte, elle emprunte par exemple à 3%. 3%, c'est l'emprunt brut. L'emprunt net d'impôt, c'est 3% que multiplie 0,75 si le taux d'IS est de 25%. Donc, le RD, je le connais. Notre souci, c'est d'évaluer le RC. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Il existe 2 méthodes pour évaluer RC. Et là, il faut bien m'arrêter. Il existe 2 méthodes pour évaluer RC.
Première méthode, c'est le modèle du dividende actualisé, qu'on va séparer en deux. Modèle du dividende actualisé, bien sûr, avec des dividendes constants, et modèle du dividende actualisé avec des dividendes qui vont croître à un taux G. C'est ce qu'on va appeler le modèle de Gordon et Shapiro. Et il y a une autre méthode, c'est la méthode du MEDAF, du modèle d'évaluation des actifs financiers, en anglais qu'on appelle le CAPM, Capital Asset Pricing Model. On va voir ces trois méthodes. OK. Pour évaluer RC. Notre objectif, c'est de calculer le coût moyen pondéré du capital. Pour ça, il me faut quoi? Il me faut quoi? La structure de financement. Quel est le rapport dette sur capitaux propres? Il me faut le coût de la dette, c'est le taux d'emprunt. Et il me faut le coût des capitaux propres qui ne sont pas forcément donnés, qu'on est amené à calculer. Et je vais vous montrer maintenant comment on calcule le coût des fonds propres, le coût des capitaux propres à l'aide des méthodes que je viens de citer. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. OK. Alors, on va aller doucement parce que, alors bien sûr, le résultat est très simple. Je vous le dis tout de suite, le résultat est très simple. Je vous les donne. Le résultat est très simple. On retiendra premier résultat, méthode du dividende actualisé, bien sûr, avec dividende constant, le coût des capitaux propres. Donc, vous, c'est ce que vous retiendrez. Le coût des capitaux propres, RC, est égal au dividende versé divisé par le cours de l'action. Ça, c'est le dividende. Et ça, c'est le cours du titre. Rappelez-vous, lorsqu'on parle de capitaux propres, il est question d'actionnaires. Donc l'entreprise, bien sûr, elle a une valeur de marché. Et bien sûr, l'entreprise est constituée d'actions et chaque action a un cours que j'appelle ici le cours d'aujourd'hui, que j'appelle C0. Donc voilà la première formule. La deuxième formule, ce qu'on appelle la méthode, le modèle de Gordon et Shapiro, où cette fois-ci, les dividendes ne sont pas constants et on va supposer qu'ils croissent à un taux G. Et donc RC, la deuxième formule, ça va être celle-ci. RC égale exactement ce montant-là, D1, le prochain dividende que j'appelle D1, divisé par le cours de l'action ou le cours du titre, plus le taux de croissance. Par exemple, le dividende va croître de 3%. Donc voilà comment on calcule RC à l'aide du modèle. Donc ça c'est le modèle de Gordon et Shapiro. Troisième formule, lorsque l'entreprise est cotée, on va utiliser le MEDAF,
le modèle d'évaluation des actifs financiers, abréviation MEDAF, en anglais CAPM, Capital, Asset, Pricing, Capital, Asset, Pricing, Model. Et la formule du MEDAF, c'est RC égale le taux des OAT, ce qu'on appelle le taux sans risque. J'écris la lettre R avec un F. F en anglais pourquoi on écrit RF? Free rate. F pour free et puis le R pour rate. Rentabilité. Donc ça, c'est le taux sans risque. Plus. Là, c'est une lettre grecque qu'on lit bêta. On appelle ça le bêta du titre, le bêta de l'action. Je vais vous dire tout de suite ce que ça fait. Donc, j'écris ici plus le bêta multiplié par ce qu'on va appeler la prime de risque. La prime de risque. Prime de risque. La prime de risque, elle est égale à la rentabilité attendue du marché. Donc, je vais écrire espérance de la rentabilité du marché, puisque l'évolution du marché, on ne sait pas ce qui sera. C'est pour ça qu'on va le probabiliser et on va calculer une espérance mathématique de la rentabilité du marché qui correspond quoi? À une rentabilité moyenne. Espérance mathématique ou moyenne, c'est synonyme. Rentabilité moyenne. Rentabilité moyenne. Donc, espérance de RM moins le taux sans risque. Donc, la différence entre la rentabilité moyenne du marché et le taux sans risque, c'est ce qu'on appelle ici la prime de risque. La prime de risque du marché. C'est pour ça qu'on retient aussi que le coût des capitaux propres est égal au taux sans risque plus le bêta du titre multiplié par la prime de risque du marché. Et la prime de risque du marché est égale à la rentabilité moyenne du marché moins le taux sans risque. Maintenant, quelle est la signification du bêta d'un titre? Donc, le bêta d'une action, il va mesurer, la sensibilité de l'action par rapport au mouvement du marché. Je répète, le bêta d'une action ou le bêta d'un titre va mesurer la sensibilité de la rentabilité de l'action par rapport aux variations
du mouvement du marché. Autrement dit, lorsque vous avez un titre dont le bêta est égal à 1, lorsque vous avez un titre dont le bêta est égal à 1, ça veut dire que le titre va répliquer exactement les variations du marché. Autrement dit, si vous avez un titre dont le bêta est égal à 1 et que le marché prend 10%, c'est-à-dire que le marché augmente de 10%, eh bien, le titre, l'action dont le bêta est égal à 1, va aussi augmenter de 10%. Si le marché baisse de 5%, le titre baissera de 5%. Autrement dit, un bêta égal à 1, c'est une réplique exacte des variations du marché. Mais lorsque vous avez un bêta, lorsque le bêta d'un titre est supérieur à 1, on dit que le titre est volatile. J'explique. Ici, lorsque vous avez un titre qui fait ça, c'est-à-dire lorsque la rentabilité du marché, lorsque le marché prend 5%, le titre va prendre 5%. Alors, j'ai perdu mon stylo. Donc là, vous avez un bêta égal à 1. Autrement dit, lorsque le marché croît de 2%, le titre va prendre 2%. Donc là, vous avez la rentabilité du marché. Et là, vous avez la rentabilité du titre. Et donc là, lorsque vous avez un bêta strictement plus grand que 1, on dit qu'un bêta strictement plus grand que 1, donc il va amplifier, le titre est très volatile. Là, vous avez un bêta qui est supérieur à 1. Admettons que j'ai un titre dont le bêta est égal à 1,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché prend 10%, si le marché augmente de 10%, le titre va augmenter, va croître de 12%. Autrement dit, un titre dont le bêta est nettement supérieur à 1, il va amplifier les variations du marché, que ça soit à la baisse ou à la hausse. À l'inverse, un bêta inférieur à 1, un titre dont le bêta est inférieur à 1, on dit que le titre est peu volatile, d'accord? Autrement dit, autrement dit, si j'ai un bêta égal à 0,8, si le marché prend 5%, si le marché augmente de 5%, eh bien le titre va augmenter de 4%. Si le marché baisse de 5%, le titre va baisser de 5%. Si vous avez un bêta égal à 2, c'est un titre très agressif
Si le marché baisse de 20%, eh bien, le titre va baisser de 40%. Donc, voilà ce que mesure le bêta d'un titre. Donc, le bêta est donc un outil important pour les investisseurs. Il permet de mesurer le risque d'un titre par rapport à ce qu'on appelle au marché dans son ensemble. D'accord? Bien sûr, une action dont le bêta est supérieur à 1 est un titre beaucoup plus risqué qu'un titre bon père de famille dont le bêta est proche de 1. D'accord? OK? Donc voilà pour, alors bien sûr, la notion du bêta sera développée dans le cadre de l'UE2 de finance en DSCG. Donc là, pour le moment, on se contente simplement d'appliquer le MEDAF de façon directe. Alors, si vous permettez, je vais maintenant commencer à aborder notre premier résultat. Donc ici, il faut d'abord savoir ceci. Alors, donc là, c'est ce que j'ai appelé l'écriture du MEDAF. D'accord? Donc ça, bien sûr, ce n'est pas au programme de DCG. Donc, ce qu'on retiendra, c'est simplement cette formule-là. D'accord? Donc, ce coût des capitaux propres représente le taux de rentabilité exigé par les actionnaires de l'entreprise, compte tenu du risque qu'ils prennent en investissant dans sa dernière. On peut estimer ce coût à partir du MEDAF, modèle d'évaluation des actifs financiers ou CAPM, Capital Asset Pricing Model, et la formule, elle est là. Donc là, bien sûr, ça dépasse le cadre du DCG. Et ici, vous avez la différence entre ces deux-là, c'est ce qu'on appelle la prime de risque du marché. Espérance de RM moins RF. OK. Bien. Alors, on va commencer notre explication. Alors, on va d'abord, donc si vous prenez votre livre, à la page, si vous prenez votre livre à la page, qu'on ne dit pas de bêtises, à la page 359. À la page 359. D'accord? OK? Voilà ce qu'il faut lire. Donc, à la page 359, il faut retenir ceci. Lorsque vous avez un investissement, on l'a déjà abordé lors de l'émission, lors du cours sur la valeur et le temps, et lorsqu'on a abordé ce qu'on appelle les choix des investissements. J'ai ici une valeur à l'instant 0 que j'appelle C0. J'ai ici des flux, donc là je suis en 0. Là, j'ai des flux. Là, je suis en N.
Mon premier flux, c'est D1. Mon deuxième flux, c'est D2. Mon troisième flux, c'est D3. Et mon nème flux, c'est Dn. Admettons que je prenne une action. Je prends une action qui est cotée aujourd'hui C0. Je prends une action qui est cotée aujourd'hui C0. Admettons que cette action, elle va verser des dividendes D1, D2, D3, Dn. Et à l'issue de l'époque n, cette action, elle aura ce qu'on appelle une valeur de cession, Cn. C'est exactement le même schéma que l'on a placé, que l'on a écrit lorsqu'on a abordé les obligations. Comment on fait pour calculer le taux actuarial d'une obligation? On dit que vaut l'obligation à l'époque 0, c'est la valeur d'émission. L'obligation, qu'est-ce qu'elle fait tous les ans? Elle verse un coupon d'intérêt, ici D1, D2, D3, sauf que les coupons ont la même valeur. Et bien sûr, à l'issue de l'époque N, l'obligation est remboursée. Nous avons donc une valeur de remboursement. Le taux pour lequel il y a égalité entre ce qui est décaissé et ce qui est encaissé, on appelle ça le taux actuarial. Ici, c'est exactement le même principe. Nous avons une action, elle vaut aujourd'hui C0. Cette action, théoriquement, on va dire qu'elle verse des dividendes D1, D2, D3, Dn. Et la valeur de l'action, la valeur de revente de l'action N, je l'appelle Cn. D'accord? Et donc, comme indiqué ici, le coût, le taux pour lequel il y a égalité entre C0 et tous les dividendes versés, plus la valeur de revente de l'action, le taux pour lequel il y a égalité, c'est le coût des capitaux propres. C'est le coût des capitaux propres. Donc j'écris, j'appelle RC le coût des capitaux propres. Je vais donc écrire l'égalité suivante. Regardez bien. Je vais écrire l'égalité suivante. Je vais écrire C0 égale D1 fois 1 plus RC puissance moins 1. RC étant le coût des capitaux propres. D1 fois 1 plus RC puissance moins 1, plus D2 fois 1 plus RC puissance moins 2, plus D3 fois 1 plus RC puissance moins 3, plus Dn fois 1 plus RC puissance moins n, plus la valeur de l'action en n. C'est-à-dire, c'est une vente potentielle, c'est un encaissement potentiel, plus Cn fois 1 plus RC à la puissance moins n. Est-ce que tout le monde a compris cette écriture? Oui. Très bien. Bien. Maintenant, alors, d'abord, votre livre
ils ont fait une petite erreur de frappe que je vais corriger avec vous tout à l'heure. Maintenant, regardez bien. Il faut vous habituer, à l'écriture somme. Regardez. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous me dites, hein, si vous ne comprenez pas ce que j'écris, est-ce que vous êtes d'accord que écrire 1 plus 2 plus 3 plus 4, c'est pareil que écrire somme des i variant de 1 à 4. Est-ce que vous avez compris cette écriture? Oui. Très bien. Alors, puisque vous avez compris, quelqu'un peut me dire comment je peux écrire maintenant cette écriture-là? Comment je peux écrire ça? x1 plus x2 plus x3. Comment je peux l'écrire plus simplement? Somme de quoi? Somme de x1, enfin i Non, égale x1, et non, enfin, en bas x1 et en haut x3. non, non. Qu'est-ce qui varie ici? Est-ce que la lettre X change? L'écriture X, est-ce qu'il y a toujours X? La réponse est oui. Mais qu'est-ce qu'il y a comme X ici? Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Donc en fait, c'est comme si j'avais le 1, le 2, le 3 ici. Et donc là, je vais l'appeler comment? Je vais mettre le I ici. Est-ce que tout le monde a compris? Ce qui me fera I qui varie de 1 à 3. Oui? Oui, merci. Ça va? Maintenant, dites-moi comment je peux écrire ça. Comment je peux l'écrire? Ben, je peux l'écrire comme ça. Oui, AX puissance I. excellent. Avec I qui varie de 1 à 3. D'accord? C'est bon? Et maintenant, qui peut me dire comment je peux écrire tout ça, plus simplement? Autrement dit, cette partie-là. C0 est égal à quoi? Somme. Somme de quoi? DI. Excellent. Et I. Facteur de 1 plus 1 plus RC RC puissance I. puissance. N ou I. Ah non. Regardez. 1, 1. 2, 2. N, N. 1, moins 1. 2, moins 2. N, moins 1. Là, j'ai I. Moins I. Eh ben voilà, moins. Très bien. Avec I qui varie de combien à combien? On démarre à 1, on finit à N, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Plus l'autre terme. OK, voilà. Ça, c'est une écriture plus simple, plus contractée. Voilà. Donc, la valeur de mon action, est égale à la somme des dividendes que cette dernière va me verser, actualisée, plus la revente de l'action
actualisé. OK? Ça, le taux pour lequel il y a égalité, c'est le coût des capitaux propres. Maintenant, je vais vous corriger. Je peux effacer ça, ça y est, vous avez pris? Je peux effacer? Non, un instant, s'il vous plaît. OK. Bon. Alors, très bien. Alors, on va prendre maintenant, je vais juste vous corriger. Je pense qu'il y a une erreur de frappe dans votre livre. Je vais essayer de corriger. Alors, voilà. Donc ici, regardez bien. Alors, ici. Voilà. Ici, est-ce que j'arrive à déplier? Voilà. 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 Non, ils n'ont pas. C'est pas ici. Ah non, c'est là. Vous voyez ici, ils ont écrit déjà. Ils ont écrit petit a, petit a, petit a, petit a. D'accord? Donc, vous allez corriger et mettre ici à la place. Hein, vous allez mettre à la place. Donc là, vous allez écrire quoi? D1, D2, D3, Dn-2 et Dn. C'est bon? Donc là, il y a une première erreur. Deuxième erreur ici, vous voyez, ils ont confondu le taux. Ils ont confondu le taux parce qu'ils ont pris ici un taux I. Et D est le montant dividende espéré l'année I. Et ils ont écrit ici I, le coût des fonds propres. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de remplacer le I qui est là par la lettre T. Et comme ça, vous écrirez I variant de 1 à N. Et au lieu d'écrire ici 1 plus I, vous écrivez 1 plus T. Voilà. Là, 1 plus T. Et là, 1 plus T. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'erreur. Mais tel que c'était écrit, ce n'est pas bon. Donc, soit vous gardez le taux I, et dans ce cas-là, vous modifiez le I par T. Il y a deux possibilités. Soit vous écrivez ça, si vous voulez garder le taux I, vous écrivez dans ce cas-là somme des T variant de 1 à N de DT fois 1 plus I à la puissance moins T plus Cn fois 1 plus I à la puissance moins N. D'accord? OK? Soit vous modifiez et vous écrivez C0 égale, dans ce cas-là, somme des I variant de 1 à N, DI, mais là, c'est plus 1 plus T, mais 1 plus I, mais c'est 1 plus T, puissance moins I, plus Cn fois 1 plus T à la puissance moins N. Voilà. Donc, c'est une erreur. Alors maintenant, si vous me permettez, on va passer à l'étape suivante. On va passer à l'étape suivante, parce qu'il faut qu'on établisse nos deux formules au moins. Comme ça, on aura déjà avancé. Alors, on va passer à l'étape suivante. Donc, voilà ce que j'ai écrit tout à l'heure. Vous voyez. Donc là, au lieu d'écrire C0, j'ai écrit V0. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. Et là, au lieu de prendre I, j'ai pris T. Vous voyez? OK? Donc là, j'ai pris T variant de 1 à N. Donc là, j'ai pris la lettre T. Et là, j'ai pris la lettre T. OK? Donc, par analogie avec le coût de la dette, le coût des capitaux propres et le taux d'actualisation RC, qui permet d'égaliser la valeur d'une action V0 et les dividendes actualisés DN qu'elle distribuera dans le futur,
ainsi que la valeur de revente Vn. Bien. Maintenant, cas particulier, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc ça, c'est dans votre livre. On appelle ça le modèle actuarial dividende versé constant. Modèle actuarial dividende versé constant. OK. Alors, regardez bien. Regardez bien. Ici, j'ai ma valeur, la valeur de l'action. Donc, c'est flux constant, dividende constant sur un horizon infini. On va donc évaluer le coût des capitaux propres. On va évaluer le coût des capitaux propres. C'est bête, j'aurais pu. Alors, bien sûr, le T qui est là, j'ai pris T pour éviter le T qui est là, c'est en fait que hein, c'est plus facile à manipuler que RC, c'est le coût des capitaux. RC. Okay. Donc, contrairement à tout à l'heure où j'avais, rappelez-vous, D1, D2, D3, Dn, là, j'ai des dividendes égaux. Je pense que tout le monde reconnaît ça. Si je fais un petit schéma, vous allez bien comprendre. Regardez bien, si je fais un schéma. Regardez. Là, j'ai à l'instant 0. Là, j'ai 1. Là, j'ai 2. Là, j'ai N. Là, j'ai V0, le cours de l'action, que j'ai appelé C0 aussi. Hein, ça ne change rien. Là, j'ai la valeur de revente, Vn. Et là, j'ai le dividende qui est versé tous les ans. Un dividende constant. Est-ce que ça va? Oui, donc j'ai le cours de l'action aujourd'hui qui vaut V0. Cette action-là, elle verse un dividende D, mais bien sûr sur un horizon infini. On va voir ce que ça veut dire. Et elle est remboursée à Vn. OK. Le taux pour lequel il y a égalité entre le cours de l'action et les dividendes versés plus la valeur de revente, c'est le coût moyen, c'est le coût, pardon, des capitaux propres. J'appelle ici RC. Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai une suite de N annuités constantes? Vous êtes d'accord? Là. D. On a travaillé avec ça déjà. Hein. Donc, vous êtes d'accord avec moi que V0 est forcément égal à la valeur actuelle de ces N annuités constantes. Et le nombre, il est là. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Oui. Plus la valeur actuelle de revente, Vn que j'actualise. Est-ce que ça va? Mais, si vous prenez ici n'importe quel nombre supérieur, 1 plus t est forcément plus grand que 1. Si vous prenez 1,1 et que vous élevez 1,1 à la puissance moins 10, ensuite à la puissance moins 20 et ensuite à la puissance moins 100, eh bien, vous allez voir que plus vous augmentez l'exposant, plus vous allez vers 0. C'est pour ça que j'ai écrit ici la limite de ce terme-là lorsque n est infini, ce nombre-là est égal à 0. Ce qui veut dire que ce nombre-là à l'infini est égal à 0, ce nombre-là est égal à 0, et il me reste la relation très simple qui est là. Et c'est ce que vous avez dans votre livre à la page 360. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. À la page 360, si je vous dis concrètement, une action est cotée, une action est cotée, le cours d'une action aujourd'hui est de 50 €, vous me suivez?
et que cette action-là, elle verse un dividende, cette action-là, elle verse un dividende égal à 2 €, eh bien, selon le modèle actuarial, d'accord, selon le modèle actualisé d'un dividende constant, le coût des capitaux propres, le coût des capitaux propres est tout simplement égal au dividende versé par le cours de l'action multiplié par 100. Et ça fait combien? Quatre. Combien? 4%. 7%. 4%. 4, oui, 4. Merci. 4%. Voilà. Voilà le coût des capitaux propres dans le modèle, méthode du modèle actualisé, donc d'un dividende constant. Maintenant, on va s'intéresser à un dividende croissant. Donc, ce que vous retenez, vous, c'est cette formule. Est-ce que ça va? Voilà ce que vous retenez. C'est bon? All right? Arrêtez-moi. Oui. Oui. OK. Bien. Très bien. On va maintenant aborder là. Alors, soit vous embêtez pas, hein, soit vous retenez la formule, mais encore une fois, c'est quand même toujours mieux de comprendre ce qui se passe. En fait, dans ce modèle-là, le modèle, c'est celui-là. Regardez. Le modèle, c'est celui-là. J'ai toujours le même schéma. Regardez, j'ai le même schéma. Okay. Donc là, j'ai la date 0. Là, j'espace un peu, la date 1, la date 2, la date N. Là, j'ai le cours de l'action. Je garde C0, V0. Je crois que moi, j'ai gardé V0, donc je vais garder V0. Mais ce n'est pas un problème. Et là, j'ai le prix de revente de l'action qui est égal à V. Cette fois-ci, les dividendes, le premier dividende, il est versé ici. Je l'appelle DA. Mais cette fois-ci, les dividendes ne sont pas constants. On va supposer qu'ils croissent à un taux G. C'est ça qu'on va appeler le modèle de Gordon. C'est le modèle qui se trouve à la page 360 de votre livre, le modèle de Gordon et Shapiro. Gordon et Shapiro. Encore une fois, je vous donne tout de suite la réponse. Le RC, dans ce cas-là, il va être exactement égal à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire le dividende divisé par le cours de l'action. À ça, il faut rajouter le taux de croissance G. G étant le taux de croissance. Par exemple, si on vous dit que le taux de croissance est de 2%, ça veut dire que le dividende l'année prochaine, l'année suivante, il sera égal au dividende passé fois 1,02. Ensuite fois 1,02. Ensuite fois 1,02. Tous les ans, on multiplie par 1 plus G. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ici, je vais avoir, au lieu d'écrire D2, je vais écrire
D1 fois 1 plus G. D'accord? Ensuite, en 3, je vais avoir quoi? D1 fois combien? Un plus G à la puissance 2. Excellent. 1 plus G à la puissance 2. Très bien. Et ici, combien j'aurai? D1 fois 1 plus G à quelle puissance? N. Non, regardez. 1, 2. 1, 1. Ah N oui. plus 1, non? Comment? N plus 1? D'accord? D1. Alors, je répète ici. Non, pardon, je dis des bêtises. Plutôt 2, 1. Oui, 2, 1. 3, 2. N. 2, 1. Moins 1. 3, 2. N. Moins 1. Excellent. N moins 1. Parfait. OK. Est-ce que vous êtes d'accord que V0 est égal à D1? Alors, je vais prendre encore une fois comme ici, je vais prendre T comme étant le coût des capitaux propres. C'est plus facile. Donc, tout le monde a compris que V0 est égal à quoi? À D1 que multiplie 1 plus T à la puissance moins 1. Est-ce que ça va? Plus D1 fois 1 plus G que multiplie 1 plus T à la puissance moins 2 plus D1 fois 1 plus G au carré que multiplie 1 plus T à la puissance moins 3 plus point, je m'arrête ici, plus D1 fois 1 plus G à la puissance n-1 que multiplie 1 plus T à la puissance moins n plus la valeur de revente. OK. Voilà. Donc ici, je vois quoi? J'ai D1, j'ai D1, j'ai D1. Mais là, je vois que la puissance n'est pas la même. Donc, si je mets celui-là en facteur, ça me donnera, regardez bien, ça me donnera V0 égale D1 facteur de 1 plus T à la puissance moins 1 que multiplie, j'ouvre un crochet. Et là, ça me donne 1 pour celui-là. Mais comme j'ai mis ça en facteur, il va me rester quoi? 1 plus G que multiplie 1 plus T à la puissance moins 1 plus 1 plus G au carré que multiplie 1 plus T à la puissance moins 2. Et ainsi de suite. Plus 1 plus G à la puissance n-1 que multiplie 1 plus T à la puissance moins entre parenthèses n-1 plus, je ferme le crochet, plus Vn fois
1 plus t à la puissance moins n. Maintenant, j'aime pas trop les puissances négatives, donc je vais bientôt finir. V0 égale D1 fois 1 plus t à la puissance moins 1. 1 plus, je vais écrire ça autrement, et je vais écrire 1 plus g sur 1 plus t plus 1 plus g sur 1 plus t à la puissance 2 plus 1 plus g sur 1 plus t à la puissance n-1 plus la valeur de revente. Et voilà. Et donc là, j'ai une suite géométrique dont la raison est celle-ci. Bon, là, je pense que je ne vais pas trop vous fatiguer. Je vais simplement vous montrer le final. Donc, en fait, encore une fois, pour ceux que ça embête, vous pouvez tout à fait oublier le développement. Mais puisque j'ai écrit ça, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Donc, rappelez-vous qu'à l'infini, ce nombre-là disparaît. Hein, puisque lorsque n tend vers plus l'infini, ce nombre-là disparaît. Donc, je ne vais pas le réécrire, hein, parce que ça prend beaucoup de place. Donc, je vais écrire ceci comme ça. Regardez bien. V0 égale D1 sur 1 plus T. Oui. Et là, je vais écrire, c'est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique de premier terme 1. J'écris 1 qui multiplie, entre parenthèses, raison. La raison, c'est 1 plus g sur 1 plus t à la puissance n, puisque j'ai n termes, moins 1 sur 1 plus g sur 1 plus t moins 1. Et je n'écris pas l'autre terme, puisqu'on l'infini, ça fera 0. Alors maintenant, regardez bien ce qu'il faut retenir. Regardez bien ce qu'il faut retenir. Admettons que G est égal à T. G égale à T. Ça veut dire que 1 plus G sur 1 plus T, ça fait 1. 1 plus G sur 1 plus T, ça fait 1. Ça fera donc 1 plus 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 1 à l'infini. Ça veut dire que votre action, elle vaut aujourd'hui, tous les PIB du monde entier ne suffiront pas. Par conséquent, la première des règles, il faut nécessairement que le taux de croissance G, il doit être strictement inférieur au coût des capitaux propres, au coût à la valeur T. Sinon, le modèle ne fonctionne pas. Donc, le modèle de Gordon-Shapiro est valable que si le taux de croissance est inférieur au coût des capitaux propres, pour ce qui nous intéresse, nous. D'accord? Donc, ça, c'est un premier résultat. Deuxième résultat, lorsque L, comme G est inférieur à T, donc 1 plus G sur 1 plus T, ce qui veut dire que mon numérateur est plus petit que mon dénominateur. Mais comme mon numérateur est positif et mon dénominateur est positif, ça veut dire que le rapport 1 plus G sur 1 plus T est compris entre 0 et 1. Mais quand vous prenez un nombre compris entre 0 et 1, et quand vous l'élevez à la puissance, vous prenez par exemple 0,1, vous l'élevez à la puissance 10, ça fait combien 0,1 à la puissance 10? Ben, ça fait 0,00. Vous comptez 10 zéros, ça fait quasiment 0. Donc, en plus l'infini, et je vais m'arrêter là, en plus l'infini, il faut savoir ceci. En plus l'infini, ce nombre-là, ce nombre-là, en plus l'infini, il tend vers 0.
Et qu'est-ce qui va me rester dans ma formule? Il va me rester quoi? dA sur 1 plus T, d'accord, que multiplie. Au numérateur, on a dit que celui-là, ça fait 0. Il va me rester moins 1. Au dénominateur, il va me rester quoi? 1 plus G sur 1 plus T moins 1. Très bien. Je multiplie 1 plus T, je le distribue là-dedans. Ça me donne au final D1 fois moins 1, ça me fait moins D1 sur 1 plus T fois 1 plus G sur 1 plus T. Le 1 plus T se simplifie. Il va me rester 1 plus G moins, et je multiplie 1 par 1 plus T. Oui, j'ai multiplié celui-là par celui-là et celui-là par celui-là. Ça me donne moins D1 sur 1 plus G moins 1 moins T. 1 moins 1, ça fait 0. Et ça me donne au final moins D1 sur G moins T. Mais je prends l'opposé au numérateur, ça me fait plus D1. Je prends l'opposé au dénominateur et ça me fait T moins G. Donc la valeur de mon action, V0 est égal à, V0 est égal à D1 sur T moins G. Alors, désolé pour ceux que j'ai dû perdre en cours de route, mais ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut bien sûr retenir, c'est ce que je vais vous montrer juste après. En fait, ici, j'ai préféré le faire entièrement parce que si vous avez simplement lu ce qui est écrit ici, voilà. Donc, en fait, voilà ce que j'ai écrit. J'ai repris tous les éléments. Voilà le détail. Et voilà mon résultat final. Donc, vous, ce que vous retenez, c'est ça. Voilà ce que vous retenez. Voilà ce que vous retenez. Voilà. 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 OK. Vous retenez ça. Et ça, c'est à la page, page de votre livre. Attention, il y a une erreur de frappe. À la page 361, il y a encore une erreur de frappe qu'il faut corriger. Vous avez une erreur de frappe qu'il faut corriger. Donc, à la page, encore une fois, 300. J'espère que j'ai pas coupé le son. On dirait que. D'accord? Donc, à la page, comment on appelle ça? À la page 300, est-ce que je peux effacer? Je vais juste vous montrer ce qu'il faut corriger à la page 361. Voilà, à la page 361 de votre livre. Vous voulez bien corriger la question suivante. Voilà, tac. Alors, on y va. Voilà, ici. Ici, le dividende perçu chaque année va être équivalent au dividende précédent. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il faut corriger, n'est-ce pas? Ici. Alors, ici, bien sûr, vous avez compris, C0 égale D1 divisé par 1 plus moins G, c'est totalement faux, c'est I moins G. Et I est le coût des capitaux propres. Ce qui veut dire que quand on fait un produit en croix, ça me donne tout simplement I
moins G égale à D1 sur C, 0. Et je tire donc I, le coût des capitaux propres, égale à D1 sur C0 plus G. Donc, encore une fois, il faut corriger ici. Ce n'est pas 1, mais I. OK? Très bien. Alors, il me reste juste un point. Bien sûr, on aura l'occasion de faire des exercices, mais je peux vous en soumettre un tout de suite. Et voilà ce que ça donne, en fait. Voilà ce que ça donne, en fait. Si on vous dit, du reste, on peut en prendre un dans le livre, hein. Peut-être qu'il y en a à la fin. Ah oui, mais je n'ai pas été au bout de mon raisonnement. Voilà. Alors, ici, regardez bien. Nous avons la société Power envisage de lancer un projet d'investissement d'un montant de 36 000 euros. Elle finance celui-ci d'une part par fonds propres et d'autre part par un emprunt au taux de 4%. Le taux d'imposition est de 25%. Le capital de la société est composé de 2000 actions valorisées à 255 euros chacune. Les actionnaires attendent un dividende de 20,40 € constant sur un horizon infini. L'investissement de la société sera financé pour un tiers par capitaux propres et pour 2 tiers par endettement. Question, calculer le coût des fonds propres en retenant la méthode actuariale. Donc là, on suppose, on vous dit que le dividende est supposé comment? Constant sur un horizon infini. Le dividende est supposé constant sur un horizon infini. On me demande de calculer le coût des fonds propres. Eh bien, j'écris ceci, le coût des fonds propres, RC, est égal au dividende divisé par le cours de l'action. Donc, le coût des capitaux propres, RC, est égal, multiplié par 100, est égal au dividende, 20,40, divisé par le cours de l'action, 255 euros, multiplié par 100. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien ça fait? Donc, vous voyez, la formule à utiliser est très simple, hein, même si le développement mathématique était un peu une prise de tête, mais c'était un passage obligé parce que c'est toujours bien de comprendre d'où viennent les résultats. OK? Alors, ça fait combien? 20,40 divisé par 255 fois 100. 8. Combien? 8%? Merci. Oui. Très bien. Et donc, on me demande après le coût réel de l'emprunt. Vous êtes d'accord avec moi que cet emprunt-là, il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de prix de remboursement différent. Donc, l'entreprise a contracté un emprunt au taux de combien? Au taux de 4%. Donc, tout le monde a compris que le coût réel de l'emprunt, c'est 4%, bien sûr, net d'IS, donc que multiplie combien? 0,75. Tout le monde a compris que 0,75, c'est 3/4, donc ça me fait un coût réel de l'emprunt de 3%. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. On me demande plus bas, déterminer le coût du capital, d'accord? Déterminer le coût du capital. Et bien sûr, on sait que l'entreprise, la structure financière, c'est quoi? C'est un tiers de capitaux propres pour 2 tiers d'endettement. Donc, je vais chercher le coût du capital que j'appelle grand K ou CMPC, coût moyen pondéré du capital. J'ai un tiers de capitaux propres, donc je fais un tiers que multiplie 8%.
plus 2 tiers que multiplie 3%. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? Et après, vous faites le calcul et vous me dites combien ça fait pour le coût moyen pondéré du capital ou le coût du capital. Ça fait combien? Donc là, je sais que ça fera 2%. Là, et combien ça fait 8 tiers? 8 tiers fois 2%. 8 tiers, ça fait combien? Bon, je vais me mettre tout seul. 2,66666. 2,56, 6, 6. Alors, 2, donc ça 2,66. fait 4,56%. Non, oui. Parce que j'ai rajouté les deux là. C'est Non, bon? 66. 4, 4,66. merci. Donc 4,67, si j'ai bien compris. Oui. OK, très bien. Maintenant, répondez à la même question en considérant que le dividende progresse au taux de 0,75%. Donc, vous allez voir, ça va aller relativement vite. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le coût des capitaux propres en appliquant la formule, en appliquant le modèle de Gordon et Shapiro. Et je vais écrire que RC est égal à quoi? À D sur C0, n'est-ce pas? À D sur C0, à D sur C0, plus le taux de croissance. Donc, je fais donc de 20,40 divisé par 255, que multiplie 100 pour l'exprimer en pourcent, et à ça, je rajoute le taux de croissance. Autrement dit, je reprends la valeur qui est là, 8%, et je rajoute 0,75, ce qui me donne 8,75%. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Et après, il ne reste plus qu'à appliquer le coût moyen pondéré du capital en faisant quoi cette fois-ci? Un tiers fois 8%, non pas, un tiers fois 8,75%, plus 2 tiers fois 3%. Voilà. Après, pour le modèle d'évaluation des actifs financiers, on verra ça tranquillement lorsqu'on se retrouvera en classe la prochaine fois. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Merci, monsieur, à vous aussi. Merci, monsieur, pour votre application. À vous. Week-end. Week-end. Merci, bon week-end, monsieur. Alors, je mettrai cette séquence en ligne pour ceux qui veulent la visionner en étant posés, quoi, en fait. Voilà. Ok, parfait. Merci, monsieur. Allez, à bientôt. Bon vendredi. OK.